Jacques-Louis David est né à Paris en 1748. Il meurt en exil à Bruxelles en 1825. On dit généralement de lui qu'il fut le plus grand peintre de son temps. Peintre d'histoire pour Louis XVI, peintre révolutionnaire au temps de Robespierre, peintre officiel de Napoléon Ier. Chez cet artiste qui a servi tous les régimes, un thème revient constamment comme une obsession, le serment. 1785, le serment des Horaces. 1791, le serment du jeu de paume. 1810, le serment de l'armée à l'empereur, plus connu sous le nom de distribution des aigles. Le jeune David s'efforce en ses débuts de se conformer à ce qu'on attend de lui. Dans les années 1770 encore, il tâtonne, explore différents styles. Pour ses premières grandes réalisations, il cherche l'inspiration dans la mythologie, sans parvenir à convaincre. En 1783, David décroche sa première commande royale sur le thème des Horaces. En quelques mois, il va créer une œuvre d'une profonde originalité. Désormais, David ne se satisfait plus de suivre la mode, il l'invente. La toile est présentée au salon de 1785. Le succès est immédiat et enthousiaste. David est bientôt reconnu dans toute l'Europe comme un grand maître de la peinture. La scène se passe à Rome, au 7e siècle avant Jésus-Christ. David s'est inspiré de l'histoire probablement légendaire du combat des 3 Horaces, champions de Rome, et des 3 Curiaces, champions d'Albe, une cité voisine. Les 3 hommes de gauche sont les frères Horace. Au centre, leur père, trop âgé pour combattre, mais qui les exhorte à la lutte et les fait jurer de vaincre ou de mourir. À droite, et légèrement en retrait, 3 femmes éplorées. Camille, sœur des Horaces, mais fiancée à un Curiace. Sabine, épouse de l'aîné des Horaces. Enfin leur mère, qui entoure de ses bras ses petits-enfants. Les 9 personnages, presque tous de profil, comme des bas-reliefs antiques, se répartissent dans un décor géométrique et dépouillé. Les murs sont nus. On ne distingue aucun meuble, à part les sièges sur lesquels les femmes sont assises. Un simple dallage procure l'effet de profondeur. 3 arcades rappellent l'architecture romaine. Elles reposent sur des chapiteaux et des piliers très sobres qui délimitent une zone éclairée où évoluent les personnages, et un arrière-plan dans la pénombre. Verticalement, les piliers cloisonnent la scène en 3 parties égales, dans lesquelles s'inscrivent les membres de la famille. Horizontalement, la composition répond également à un souci géométrique. L'ensemble évoque une scène de théâtre. L'impression est d'ailleurs renforcée par l'ampleur du tableau, 3,30 m par 4,27 m. Les personnages sont donc représentés en taille réelle. Les peintres du XVIIIe, notamment les Français, avaient souvent célébré les plaisirs éphémères, le libertinage, l'image sensuelle de la femme. Vers le milieu du siècle, Boucher ou Fragonard produisaient des œuvres d'une souriante immoralité dont le public, souvent des nobles, raffolait. David, lui, ne veut pas d'une peinture de divertissement. Dans un premier temps, David avait songé à peindre le moment où le père Horace défend son fils, menacé d'être exécuté pour le meurtre de sa sœur. Il y a vite renoncé au profit d'un épisode dont il semble être l'inventeur. La scène du serment ne figure en effet ni dans les textes anciens,
ni dans la tragédie de Corneille, Horace, que David connaissait bien. Avec le Serment des Horaces, David bouscule les habitudes visuelles de ses contemporains. Il invente un nouveau langage des formes et des signes. Son trait est net, ses couleurs franches, avec une prédilection pour le rouge, le blanc et le bleu qui deviennent à la mode dans les années 1780. Simplicité des décors, immobilité des personnages, violent contraste dû à une lumière froide et tranchante comme l'acier des trois épées. L'art de David est à la fois nouveau dans l'esprit et classique dans l'inspiration. Le style néoclassique auquel David a donné ses lettres de noblesse traduit l'attirance de l'époque pour l'Antiquité romaine, très en vogue au siècle des Lumières, notamment depuis la découverte et les fouilles de Pompéi. Les hommes du XVIIIe attribuent aux citoyens de l'ancienne Rome toutes les vertus dont ils croient leur propre temps dépourvu. Honnêteté, courage, patriotisme, sens de l'honneur et du sacrifice. C'est bien de tout cela dont il est question dans le Serment des Horaces. Toute la scène est organisée autour de l'opposition entre le groupe des femmes et le groupe des hommes. Les femmes, repliées sur elles-mêmes ou sur les enfants, les yeux fermés, sont abattues par la tristesse. Chez elles, c'est le sentiment qui l'emporte sur le devoir, la nature qui prend le pas sur la culture. Les hommes, en revanche, droits, les membres tendus et les regards fiers, dans une attitude quasi religieuse, symbolisent la force de la volonté. Ils assument leur destin, accomplissent leur devoir malgré le drame qui va en résulter. La patrie passe avant la famille. L'art de David est à l'image de ses héros, sévère et pur. Tout en disposant sur sa toile un grand nombre d'éléments narratifs, il refuse l'anecdote pour aller à l'essentiel. Toutes les lignes de fuite convergent vers un point unique, situé à la hauteur du visage des hommes, juste en dessous de la main qui brandit les épées. De sorte que le regard du spectateur est inévitablement attiré par ses armes blanches et ses mains crispées qui se détachent sur le fond obscur. Et puis, il y a l'idée fulgurante de l'artiste. Peindre le geste qui résume et qui contient en germe tous les autres. Le serment. Le moment précis où l'engagement se prend, où la vie bascule parce qu'on la met en jeu volontairement au service d'un idéal, un choix d'homme libre qui donne un sens à l'existence. Avec son tableau, David proclame que la véritable noblesse n'est pas celle du sang, mais celle du cœur. Un message philosophique bien reçu par tous les contestataires qui critiquent la société d'ordre, les privilèges et la corruption des élites. Ils vont faire du peintre, désormais célèbre, leur porte-drapeau. Printemps 1789. L'Ancien Régime agonise. David s'enflamme pour cette révolution qui fait entrer la France dans une ère nouvelle. En ces temps de rupture radicale et d'émotion populaire, le thème du serment remporte un vif succès. Le tableau des Horaces devient un emblème révolutionnaire. On le retrouve reproduit sur l'autel de la Patrie, lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. La même année, David, promu précurseur de la Révolution, reçoit commande d'un tableau destiné à célébrer un épisode ô combien symbolique, le serment du jeu de paume. Le 17 juin 1789, quelques semaines après l'ouverture à Versailles des États généraux, convoqués par Louis XVI, les députés du tiers-État se proclamaient Assemblée nationale, puis
était rejoint par une partie des députés du clergé. Le 20, trouvant la porte de leur salle de réunion close, ils décidaient de se rassembler à l'improviste dans un bâtiment voisin, une sorte de gymnase où l'on pratiquait habituellement le jeu de paume. La modeste salle devenait par hasard le théâtre d'un événement historique majeur. Tous les membres de cette assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Jusque-là, le peintre d'histoire se contentait d'idéaliser le passé. Et voilà que l'actualité dans son propre pays lui procure un sujet digne des exploits de guerriers antiques. Dans une lettre, il s'exclame « L'histoire d'aucun peuple n'offre rien de si grand, de si sublime que ce serment du jeu de paume. » La liberté a besoin de héros, mais les héros ont besoin des peintres. L'histoire est en marche et c'est David qui va lui donner un visage. Au salon de 1791, il présente un grand dessin au crayon et à la plume. Il entreprend ensuite la réalisation d'un très grand tableau de près de 10 mètres de large qui ne sera jamais achevé. Quant à la toile, qui orne le mur de la salle du jeu de paume, il s'agit d'une copie réalisée bien après la mort de David. Ce qui apparaît au premier regard, c'est l'intense émotion, la ferveur révolutionnaire des participants. Une forêt de bras levés, des députés qui s'étreignent, qui s'agrippent, qui prient, qui pleurent de bonheur. Un vieillard s'est fait porter pour être là, un autre arrive, essoufflé, juste à temps pour lever la main et jurer. Même les éléments participent à l'action. Une bourrasque soulève les parapluies et les rideaux. Un vent nouveau souffle sur la France. Au loin, un éclair qui vient frapper la chapelle du palais royal symbolise la fin du despotisme. Le peuple, aux fenêtres, semble partagé entre deux sentiments. Certains, incrédules, restent figés. D'autres sont gagnés par l'euphorie. À la hâte, le journaliste Marat rédige un article pour son journal, L'Ami du peuple. Son deuxième serment présente beaucoup de points communs avec le premier. À l'exception d'un rideau soulevé par le vent, le décor est toujours d'une grande sobriété. Les hautes parois dénudées occupent même près de la moitié de l'espace du dessin. Dans un coin, une simple raquette et quelques balles rappellent la vocation sportive de la salle. La composition demeure rigoureusement symétrique. Le visage du président de la séance, l'astronome Bailly, est situé très exactement au milieu, au point de convergence de toutes les lignes de fuite. Le lien entre la construction géométrique et la disposition des personnages apparaît encore plus nettement que dans le serment des Horaces, puisque l'élan des corps et des bras tendus oriente également le regard du spectateur vers le personnage central. Certains ont reproché à David le peu de vraisemblance de la scène. Sous son crayon, en effet, Bailly prononce le célèbre serment en tournant le dos à la majorité des députés. C'est que l'artiste se soucie peu d'exactitude. Il ne cherche pas à décrire l'événement, mais à lui donner du sens. C'est pourquoi il use du même procédé que dans la toile précédente. La salle du jeu de paume devient une scène de théâtre sur laquelle Bailly fait face au spectateur et l'interpelle. Manière de rappeler qu'à travers les députés de l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble du peuple qui prend en main son destin. Le dessin de David a frappé ses contemporains par son étonnante modernité. Quoi ? Des héros en vêtements de tous les jours. Voilà qui n'était pas banal pour les habitués de la grande peinture d'histoire.
David, surtout, a renoncé à utiliser l'allégorie, qui était à l'époque une réponse facile à la question de l'illustration d'une idée par l'image. Dans cet autre serment du jeu de paume, par exemple, daté de 1792, c'est l'allégorie qui exprime les principes d'égalité, de liberté et de fraternité. Chez David, au contraire, l'idée est portée par les corps. La masse des députés s'inscrit en fait dans une double représentation. D'une part, un corps collectif, vibrant de la même émotion, uni dans un même élan. Bailly apparaît ici comme le récepteur de toutes ces énergies. Calme, immobile, comme le père Horace face à ses fils, il est l'image de la loi. La loi, expression de la volonté générale. D'autre part, David a pris soin d'individualiser un grand nombre de personnages. Une cinquantaine, bien que peu ressemblants, sont identifiables. Parmi eux, quelques grandes figures de la Révolution. L'abbé Grégoire, Sieyès, Robespierre, Mirabeau, Barnave, mais aussi Martin Doche, le seul député à avoir refusé de voter le serment. Chacun d'entre eux symbolise une qualité de l'esprit humain. Barnave incarne l'assurance. Dubois-Crancé, la force. Barrère écrit l'histoire. Sieyès, grave et concentré, est l'image de la sagesse. Le groupe des trois religieux au premier plan évoque la volonté divine, mais aussi la fraternité et la tolérance. Tolérance encore dans ce geste du député qui protège le malheureux Martin. Quelques personnages inquiétants sont disséminés dans l'assistance. Des hommes du peuple à la mine patibulaire. Un aristocrate dépité. Un mystérieux spectateur. Ils évoquent les forces du mal qui ralentissent les progrès de l'esprit humain. Les enfants, qui sont eux l'image de l'avenir, occupent, comme dans le serment des Horaces, une place discrète. Ils assistent à l'événement sans le comprendre. C'est pour eux qu'il portera des fruits. Il est clair que le serment du jeu de paume est perçu par David comme une sorte d'idéal politique, la traduction en actes de la philosophie des Lumières. Des hommes libres, associant leur volonté pour fonder un nouveau contrat social sur l'égalité et la souveraineté du peuple. Au-dessus de Bailly s'étend le mur de la salle du jeu de paume, vaste et nu comme le monde nouveau qu'il reste à bâtir. Cinq ans plus tard, le rêve se sera mué en illusion perdue. David n'achèvera jamais son tableau. Trop grand, trop coûteux, devenu hors sujet. Un bon nombre de ses héros de 89 sont en exil ou morts guillotinés. Le cœur n'y est plus. Il l'a pourtant beaucoup aimé, la Révolution. Il a imaginé son drapeau. Il a mis en scène toutes ses fêtes. Député montagnard aux côtés de Robespierre, David a voté la mort de Louis XVI, mais la chute de Robespierre a entraîné son arrestation et quelques mois de prison ont calmé ses ardeurs révolutionnaires.
Le peintre, désabusé, va pourtant retrouver le sens de l'idéal en s'enthousiasmant pour un jeune officier victorieux en qui il voit le nouveau héros de la République. Conquérant, pacificateur, législateur, Bonaparte, aux yeux de David, a tout du demi-dieu antique. Son grand tableau de 1801 montre la véritable fascination que le général devenu premier consul exerce sur l'artiste. Avec l'Empire, David va entamer une nouvelle carrière, celle de peintre officiel du régime. En 1805, Napoléon lui décerne le titre de premier peintre de l'empereur et lui commande une série de 4 grands tableaux destinés à commémorer la fondation de l'Empire. Il en réalisera 2. Le premier retrace la cérémonie du sacre dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est une des œuvres les plus célèbres de David. Le second a pour thème la séance de remise des nouveaux drapeaux surmontés d'un aigle au régiment de l'armée et de la garde nationale. La cérémonie s'était déroulée sur le champ de Mars, 3 jours après le sacre. L'œuvre, qui mesure plus de 9 mètres de large, est monumentale. Adossé à un imposant portique habillé de tentures rouges, Napoléon est entouré de sa famille, des dignitaires du régime et des maréchaux. Il est représenté en costume de sacre, dans une attitude qui évoque les empereurs romains. À droite, le cortège des officiers porte-drapeau. David a cherché à traduire la ferveur des participants en figurant une sorte de vague humaine qui déferle depuis la droite du tableau et qui s'apaise au contact de l'empereur. À la suite du sacre, David avait d'abord songé à peindre l'arrivée de l'empereur à l'hôtel de ville. Mais le thème ne reçoit pas l'agrément de Napoléon, qui impose celui de la distribution des aigles, plus martial. Signe des temps, la révolte gronde en Europe et l'armée est devenue le principal soutien du régime impérial. L'artiste, comme tous les Français, se soumet. L'abondance des symboles guerriers montre que David a bien saisi l'objectif de son maître. Les aigles, les bâtons des maréchaux, les drapeaux, ceux qui évoquent les victoires passées et surtout ceux qui promettent les victoires à venir. La Légion d'honneur sur la poitrine d'un brave, l'armée est omniprésente. C'est à peine si on distingue 2 députés derrière les maréchaux. Une fois de plus, c'est le thème du serment qui retient l'attention du peintre. En recevant l'emblème de son régiment, chaque soldat avait dû jurer à l'empereur de sacrifier sa vie pour défendre les aigles et les maintenir constamment sur le chemin de la victoire. Pour figurer ce moment solennel, David réutilise les procédés mis au point pour son jeu de paume. Pose virile, tension des corps, bras tendus. Signe peut-être d'un manque d'inspiration, le projet initial prévoyait une allégorie versant ses lauriers sur la troupe des porte-drapeaux. Elle ne plut pas à Napoléon. David l'effaça. Comme il dut effacer l'impératrice Joséphine, répudiée en 1809. Dans son souci de plaire à l'empereur, le peintre cherche à donner un souffle épique à la scène. Ses soldats ne gravissent pas les marches, ils montent à l'assaut. Dans la mêlée, l'un d'eux perd son bicorne. Un autre, s'oubliant, arrive sabre au clair. À y regarder de près,
cette cohue manque quelque peu de naturel. Certaines attitudes frisent même le ridicule, comme ce maréchal, le regard perdu dans les airs et la main sur l'estomac. Ou ce colonel danseur qui défie les lois de l'équilibre. Sous les drapeaux, un officier lève la main dans le mauvais sens, à moins qu'il ne tente de s'extraire de la masse qui l'étouffe. Qui sont en fait ces hommes qui prêtent serment d'allégeance à un autre homme? Des individus libres qui engagent leur vie au nom d'un idéal, ou des êtres fanatisés prêts à se sacrifier pour les rêves de conquête d'un dictateur? Valeur, discipline, bataille, le drapeau central donne les grandes lignes d'un programme bien éloigné de la philosophie des droits de l'homme que l'artiste exaltait 20 ans plus tôt. La défense de la patrie dérive dangereusement vers un nationalisme agressif. On peut se demander si David, qui ambitionnait de régner sur les arts, comme Napoléon régnait sur la France, n'a pas renoncé à sa liberté d'artiste pour peindre ce que son orgueil lui avait toujours interdit, une œuvre de pure propagande, peut-être un serment de trop. Exilé à Bruxelles, à la chute de l'Empire, le vieux maître ne rentrera jamais en France. En 1824, à court d'idées, il s'enferme avec son dernier tableau dans une rêverie mythologique depuis longtemps démodée. La même année, Delacroix livre un des grands chefs-d'œuvre de la peinture romantique, avec les massacres de Sceaux. Le temps de David est passé. À l'avant-garde de la peinture européenne, pendant plus d'un quart de siècle, David reste l'auteur qui a le mieux traduit et interprété son époque, dont il a épousé toutes les passions et les compromissions. Crépuscule de l'Ancien Régime, Révolution, épopée napoléonienne. Il a cru à tout et nous donne encore envie d'y croire. Le temps d'un serment.